Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Et oui, vous constatez, enfin on retrouve de la qualité d'image, de la qualité de son, investissement effectué, j'espère que cette fois-ci cette caméra va tenir le coup. Et on va démarrer maintenant sur les chapeaux de roue parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir concernant ce qui s'est passé ces derniers jours, voire cette semaine. Je ne vais pas revenir sur le remaniement du gouvernement en France parce que pour l'instant, à l'heure qu'il est, je ne connais pas le contenu de ce gouvernement, je ne connais uniquement que son Premier ministre. On peut dire que c'est un Premier ministre qui, à mon avis, est un Premier ministre fusible. Fusible pourquoi? Parce qu'il va certainement vouloir entrer dans l'art d'un certain nombre de réformes, c'est-à-dire rattraper le temps perdu, c'est-à-dire expédier les retraites pour s'attaquer à la santé, parce que la santé, ça, c'est le prochain projet qui va consister à le balancer par la fenêtre. Concernant le Covid-19, ça y est, hein, je pense que les choses sont claires. On a désormais le prix du remdesivir. Alors pour le remdesivir, il faudra compter à peu près pour un traitement de 2150 $ environ. Alors pour les Américains, ça sera plus cher puisque les Américains ont des assurances santé privées qui ont du pognon. Donc elles paieront 3100 $ le traitement. Ce qui revient après, d'après ce que j'ai pu lire, aux alentours de 500 à 600 € la dose en fait du traitement, donc c'est un traitement à peu près de 4 ou 5 doses, contrairement à l'hydroxychloroquine qui évidemment elle ne coûte que à peine 10 € le traitement. Donc voilà, en France, puisque l'Union européenne a signé un accord avec un laboratoire qui semble peut-être vouloir racheter ou se faire racheter par Gilead. Donc ça veut dire que Gilead est en train tout simplement de faire en sorte de mettre le marché européen sous tutelle, comme il l'a fait avec les États-Unis. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, les médecins ont encore la liberté de prescrire ce qu'ils veulent, sauf que les médecins qui prescrivent ce qu'ils veulent sont en général des médecins qui travaillent dans des sociétés d'assurance santé privés et que par conséquent ils recevront des consignes pour préférer utiliser le remdesivir plutôt que l'hydroxychloroquine. Et donc il y a de fortes chances que les médecins aux États-Unis, s'ils sont confrontés à des patients qui sont atteints de Covid-19, fassent en sorte de les hospitaliser de telle manière à ce qu'ils soient dans une situation d'aggravement de leur maladie pour ensuite leur prescrire le remdesivir, puisque le remdesivir est logiquement à prescrire pour des personnes avec un stade de maladie plutôt avancé et pas quand vous êtes détecté, alors que la chloroquine, il faut l'utiliser une fois que vous avez été testé et testé positif. Donc c'est un pré-traitement, on va dire, pour éviter que le Covid ne vienne à déclarer des problèmes plus sérieux au niveau de la santé. Donc voilà, encore une fois de plus, très ouvertement et d'ailleurs de façon très, comment dire, je n'ai plus le mot en tête, enfin, ils n'ont absolument plus aucune honte d'afficher que finalement c'est bien du business dont on parle et non plus de santé. Donc voilà, le professeur Raoult, il va encore se faire torpiller. De toute façon, c'est clair qu'en France, les hauts responsables de la santé ont reçu les ordres, donc ils vont devoir appliquer les ordres, et Raoult va se faire foutre royalement. À ceci près, c'est que le professeur Raoult a contre-attaqué en mettant un lien sur un rapport concernant l'usage de la chloroquine par un certain nombre d'hôpitaux dans le Michigan qui est un des États qui a été le plus contaminé sur la première vague, je dis bien première vague, et il semblerait que le traitement à la chloroquine a permis de sauver quasiment toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de décès sur les personnes qui ont été traitées à la chloroquine. Donc voilà, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. En fait, les laboratoires sont en train tout simplement de verrouiller les marchés plutôt que de laisser tout simplement les médecins faire en sorte d'aider ou de soigner les patients. Aux États-Unis, la situation s'aggrave un peu. Alors, il y a un petit souci quand même, parce que on a quand même depuis maintenant depuis une semaine, une reprise considérable de l'épidémie, même si, en effet, si on reprend les chiffres à l'heure actuelle, comparativement à une grippe saisonnière, comparativement à une
une épidémie saisonnière, on reste encore sur des chiffres relativement raisonnables. Alors attention, ne vous méprenez pas, hein, je ne justifie pas du tout l'existence du Covid, c'est que la seule différence avec les épidémies courantes que nous avons chaque année, c'est que le Covid, pour l'instant, on ne sait pas le soigner, on ne sait pas le guérir, on ne sait pas le prévenir par l'intermédiaire de vaccins, contrairement aux autres épidémies, l'épidémie de grippe pour la plus connue, les grippes qu'on sait soigner, qu'on sait traiter, contrairement au Covid. Pour l'instant, on le sait le traiter, mais avec voilà des responsabilités et je dirais des issues pharmaceutiques qui restent encore très incertaines. Et aux États-Unis, donc la situation est assez critique parce que on a des reprises de cas dans un certain nombre d'États. Alors étrangement, c'est pas étrangement, c'est que ce n'est pas surprenant de voir ce phénomène puisque quand on voit un certain nombre d'Américains qui réagissent de façon totalement irresponsable, on n'est pas trop étonné de savoir qu'il y a une reprise finalement de l'épidémie, à tel point que certains gouverneurs, pour ne pas se mouiller, pour ne pas être accusés et taxés de complotistes par un certain nombre de leurs électeurs, ont demandé à ce que l'État fédéral transige, c'est-à-dire demander à ce que l'État fédéral fasse passer un décret ou une loi qui punissent très sévèrement les Américains qui ne portent pas de masque lorsqu'ils décident d'aller dans des endroits où le masque est exigé d'être porté. On a l'exemple, par exemple, à New York, où un certain nombre d'établissements ont été très fortement réprimandés parce qu'ils ne respectaient pas les consignes sanitaires pendant la réouverture, pas les réouvertures d'intérieur, mais plutôt les réouvertures extérieures, puisque pour l'instant, on est à peu près sur la même situation qu'en France. À ceci près, c'est que en Californie, là aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 juillet, donc hier c'était la fête nationale le 4 juillet, un grand nombre de manifestations, un grand nombre de festivités ont été annulées, plus particulièrement en Californie, où le gouverneur de Californie a recommandé sur 7 États, ou 7 comtés aux alentours de Los Angeles, de refermer les bars, les nightclubs, les piscines et d'annuler toutes les manifestations ou événementielles qui étaient prévues pour le 4 juillet et dont l'ordre a été quasiment là donné de fermer les bars, les nightclubs et les piscines sur 7 comtés de Los Angeles, les plages ayant été de nouveau interdites. Voilà où est-ce qu'on en est. Petit souci quand même, et là je pose ça là, mais je n'ai pas pour l'instant d'éléments qui puissent amener à dire si c'est vrai ou si c'est faux, etc. Le problème c'est qu'on n'a absolument aucune image, aucun rapport, aucun hôpital dans lequel on pourrait éventuellement trouver toutes ces personnes qui ont été recontaminées, finalement contaminées par le Covid-19. C'est-à-dire que là, on est quand même en face d'une situation où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire peur aux Américains, vu qu'on est à quelques mois quand même d'une échéance non négligeable? Voilà, je la pose là parce que c'est ce qu'on commence à voir un petit peu aux États-Unis. Alors je ne dis pas qu'il y a une manipulation pour essayer de faire peur aux Américains, néanmoins cette théorie, néanmoins cette probabilité n'est pas à exclure, dans ce sens où, je vous le répète, on nous annonce des cas assez importants, on nous annonce pour l'instant des morts qui restent assez minoritaires, mais là où on est assez prompt de voir des médias se précipiter dans des hôpitaux pour nous montrer des images, etc., là on n'a absolument rien. C'est-à-dire que là vous pouvez peut-être aller dans des hôpitaux, ou même des hôpitaux certifiés pour le traitement Covid, parce que je le rappelle, quand il y a eu l'épidémie au début de l'année, vous avez des gens sur Internet qui ont montré des images où les hôpitaux étaient vides, où des urgences étaient vides. Mais oui, c'est normal parce qu'en fait, pour une meilleure gestion, les gens qui étaient atteints de Covid étaient recentrés sur un certain nombre d'hôpitaux, et pas tous les hôpitaux. C'est-à-dire que tous les hôpitaux n'étaient pas certifiés
pour traiter l'épidémie de Covid. Donc voilà, la question reste posée. Néanmoins, même si là on est en face d'une situation, alors en apparence, de deuxième vague, puisque là on peut dire que c'est une deuxième vague, ben finalement on se retrouve exactement comme on s'est retrouvé il y a plusieurs semaines de cela, lorsque la pandémie a commencé à se développer, où j'avais dit justement, attention de ne pas utiliser le terme pandémie. Et puis il a fallu que c'est finalement le 26 février, je crois, que l'OMS s'est enfin décidé à parler de pandémie. Et bien là, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, aucun média ne parle de deuxième vague. C'est-à-dire que là, il est quasiment interdit de parler de deuxième vague. On parle de reprise de la contamination, mais on ne parle pas de deuxième vague. Le seul problème, c'est que déjà là, on commence à faire des analyses, on commence à faire des bilans sur les conséquences économiques. Et ça va être une catastrophe. C'est déjà une catastrophe parce que déjà, par exemple, vous avez un certain nombre de malls, de centres commerciaux, de ce qu'on appelle les commerces non essentiels qui ont réouvert avec des conditions, avec des normes sanitaires très strictes. C'est-à-dire calculer le nombre de gens qui sortent parce qu'on détermine que voilà, le magasin ne peut recevoir un maximum que 250 personnes, donc il faut gérer tout ça, plus toutes les aspects de distanciation. Alors là, depuis une semaine, même pas depuis quelques jours maintenant, il y a au niveau de la Caroline du Nord un décret qui a été passé comme quoi désormais tous les commerces où vous rentrez, vous devez obligatoirement avoir un masque. Le seul problème, évidemment, vous avez des magasins qui, eux, ont investi dans des agents de sécurité pour faire respecter cette norme. Malheureusement, d'autres magasins n'ont pas les moyens de faire cette prestation pour faire respecter les normes de sécurité sanitaire. Donc on se retrouve un petit peu avec un brouhaha, avec pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis allé faire des courses dans une supérette, et bien il y a une dame qui est rentrée, qui s'est fait interpeller par la personne qui était à l'entrée pour justement manager un petit peu les entrées et sorties, et qui a demandé à la dame, excusez-moi, mais il faut que vous portiez un masque. Et ben, la dame en question va te faire foutre. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous en avez qui croient que le Covid, c'est un complot, qu'il n'y a pas de Covid-19, que ma liberté d'expression, ma liberté de respirer. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui aux États-Unis. Sauf que si, en effet, il y a bien une reprise de contamination, ces gens-là, eh bien, deviennent contaminants. Voilà, donc, et c'est un peu d'ailleurs ce qui risque de se produire aussi en France, parce que vu la discipline flagrante dont certains ont fait preuve pendant la fête de la musique, et vu que dans les cinémas ça se passe pas aussi très bien parce que c'est très difficile de gérer, puisque les cinémas sont réouverts en France depuis le 28 ou 26 juin je crois. Ici aux États-Unis, normalement les cinémas devaient réouvrir cette semaine, sauf que les réouvertures ont été repoussées au 31 juillet. Donc vous voyez qu'en effet, il y a peut-être bien un gros souci de reprise peut-être de la contamination du Covid. Donc à ce niveau-là, si vous voulez, c'est un petit peu problématique, surtout que, évidemment, certains pensent que c'est aussi une manœuvre pour essayer de remettre encore plus Donald Trump en difficulté, alors que finalement, aujourd'hui, on est quand même en face d'une situation, et là je vais revenir un petit peu sur Black Lives Matter, où finalement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'intervention d'Obama a été quand même un signe très significatif. Donc je vais y revenir d'ici quelques instants. Donc concernant le Covid aujourd'hui, on est dans une phase où en effet, peut-être qu'on est en face d'une deuxième vague pandémique. Et c'est évidemment toutes les grandes métropoles qui sont les plus concernées. Il y a encore une semaine, New York commençait à avoir le sourire parce que les niveaux de contamination et de mort baissaient considérablement. Et là, malheureusement, depuis quelques jours, il y a une reprise de la contamination, ce qui attriste un peu les acteurs économiques, parce que certains pensaient pouvoir réouvrir dans de meilleures conditions. Or, malheureusement, ça ne va pas être le cas. La Floride, également, commence à accuser le coup, c'est-à-dire que le gouverneur de Floride n'a pas pris
de décision, n'a pas pris les devants d'une situation. Et donc de ce fait, on est en face de quelque chose qui va devenir totalement incontrôlable si à un moment donné, les Américains ne sont pas mieux gérés pour éviter une recontamination. Sachant évidemment que l'hémisphère sud est aujourd'hui en hiver. Et que actuellement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et certains pays d'Afrique sont en train de connaître une épidémie assez importante. Et je ne parle même pas du Brésil, puisqu'apparemment le Brésil est en train de suivre les États-Unis pour avoir des chiffres assez élevés. Donc je reviens un petit peu sur ce qui se passe aussi vis-à-vis de Trump. Trump a fait son grand discours au fameux Mont Rushmore. Vous savez, le Mont Rushmore, c'est là où vous avez les 4 visages de 4 présidents qui sont Washington, Roosevelt, Lincoln et Jefferson. Et là encore, évidemment, des images où on a vu des gens, pas de distanciation, pas de masque, etc. Donc, ça lance un petit peu à boulet rouge. Mais pour revenir en fait à ce problème, en réalité, les BLM ont fait plus de mal que de bien. Voilà, en gros, il faut le dire. Même si encore aujourd'hui le mouvement tente à se maintenir à niveau, là, il commence à y avoir un petit peu un revers de la médaille, un effet boomerang, où les démocrates modérés commencent à exprimer leur mécontentement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'Obama est intervenu lors du meeting qu'on appelle le meeting de levée de fonds. Hein, c'était un meeting de levée de fonds. Et à ce niveau-là, si vous voulez, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des amis progressistes, qu'on peut dire modérés, qui sont inquiets et qui me posent la question, est-ce que tu crois que Donald Trump peut être réélu ? Alors, j'ai déjà répondu à cette question fondamentale. Si vous m'aviez posé la question il y a un an, je vous aurais dit oui. Si j'avais posé la question au mois de février-mars, je vous aurais dit non là parce que la gestion du Covid est complètement catastrophique. Sauf que le mouvement BLM qui est né de l'incident avec George Floyd, si vous voulez, derrière, bon, il y a une vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous décortique un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en coulisses de BLM. Et sauf que ce qu'il y a en coulisses de BLM, il semblerait que Obama ait pris contact avec George Soros pour lui demander des comptes, pour lui dire pourquoi tu as poussé l'ultra-gauche à rentrer dans le phénomène BLM, ce qui a complètement foutu en l'air le processus d'ailleurs. Et d'ailleurs là, on est en train de voir un petit peu une reprise en main du BLM avec plus un petit côté défense des droits pour les LGBT, gays, trans et compagnie, mais tout en restant évidemment sur l'aspect de défense des Noirs. Du côté, si vous voulez, de l'électorat progressiste modéré, qui est la majeure partie de l'électorat démocrate, il y a aujourd'hui un gros souci. Le gros souci, c'est qu'évidemment, les modérés ne sont plus d'accord avec ce que devient ou ce qui a provoqué un excès de confiance vis-à-vis des BLM. C'est-à-dire toute l'intégration d'idéologies d'ultra-gauche, et la raison pour laquelle on fait ressortir un petit peu les sources idéologiques du mouvement BLM issues d'idéologie marxiste, tout ça pour dire que finalement, je pense que Obama est en train d'essayer de trouver un compromis avec George Soros pour reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main, ça veut dire quoi ? Eh bien, peut-être, ça veut dire s'éloigner de BLM et reconcentrer le combat contre Donald Trump. Sauf que le problème, c'est qu'on est au mois de juillet et il ne nous reste que 3 mois. 3 mois de campagne où il va falloir vendre Joe Biden. Et ça, c'est pas gagné du tout. Et je pense sincèrement que Obama est parfaitement conscient que
tous les dérapages, et même encore aujourd'hui, cette volonté de vouloir réécrire l'histoire, de vouloir déboulonner tout ce qui a lien ou lié à l'esclavagisme, à la traite des Noirs, même à la colonisation, puisque vous avez aujourd'hui des statues de Christophe Colomb qui sont en train d'être déboulonnés. Hein, parce que Christophe Colomb, parce qu'il a découvert l'Amérique, parce que il était un homme de son contexte, il était un homme de son époque, et un homme de son époque, les indigènes, c'est soit on les convertissait, soit on les exploitait, ou soit on les massacrait. Mais ça faisait partie de la culture de l'époque. Mais sauf qu'évidemment, remise au contexte aujourd'hui, forcément, Christophe Colomb n'est plus seulement que le découvreur de l'Amérique, c'est aussi un esclavagiste, un génocidaire, et de ce fait, ça ne plaît pas évidemment aux individus d'ultra-gauche. Donc là, des statuts de Christophe Colomb vont être déboulonnés. Sur Twitter, il y a une personne qui a même montré une photo d'Abraham Lincoln et qui m'a dit, alors celui-là, est-ce qu'on va le déboulonner? Eh bien oui, Abraham Lincoln, il y a une statue à Washington qui va être déboulonnée. Alors attention, je vous rassure, ce n'est pas le mémorial d'Abraham Lincoln, c'est une statue qui s'appelle, de souvenir, qui s'appelle affranchissement. Voilà, l'affranchissement, où il y a eu en effet une statue d'Abraham Lincoln avec un esclave à ses genoux, avec des chaînes, etc. Et le nom de cette statue, c'est l'affranchissement, et évidemment cette statue ne plaît pas, donc il faut aussi la déboulonner. Sauf qu'évidemment, ces phénomènes-là, aujourd'hui, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout à l'électorat démocrate modéré. Obama s'en est fait l'écho, et aujourd'hui, Obama va essayer, en coulisses, d'essayer de reconcentrer le débat, de reconcentrer le combat contre Trump. On a aujourd'hui peut-être aussi la peur évidente d'une stratégie qui pourrait amener, le cas échéant, c'est-à-dire que si jamais Joe Biden, parce que de toute façon les sondages et les médias, vous pouvez jeter tout ça à la poubelle, de toute façon ils vont tous vous dire que Biden va gagner haut la main, puisque d'après les derniers sondages, il pourrait éventuellement gagner, je crois, à 62%, ou non, je ne sais plus, 59%, 60%, ou 52% contre Donald Trump. Et de ce fait, ça pourrait amener éventuellement, si jamais à partir du mois de septembre, octobre, les démocrates se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à reconquérir cet électorat, ils n'arrivent pas à conquérir l'assurance de pouvoir réussir à vaincre Donald Trump, ce dont d'ailleurs Obama a fait allusion, eh bien on risque de s'engager en effet vers une possibilité de fraude électorale aux États-Unis. Alors là, je ne vous dis pas, ça serait la fin de la démocratie. Mais quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'issue, quel que soit le déroulement de la campagne présidentielle, parce que je pense qu'elle va être assez olé olé, il n'y a pas 36 000 issues. Soit en effet c'est Joe Biden qui gagne. On ne sait pas à quel niveau il va gagner. Est-ce qu'il va gagner d'une courte tête ou est-ce qu'il va gagner avec une très large majorité? Si jamais il s'appuie sur les mouvements qui sont actuellement en cours, BLM en particulier, les démocrates risquent de se retrouver en face d'une frange des États-Unis, d'une frange d'Américains qui risquent de vouloir en découdre. Je ne parle pas d'une guerre civile, mais ça risque d'être assez difficile à faire admettre à l'électorat conservateur de devoir passer 4 ans avec un type tel que Joe Biden. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça avait été une Kamala Harris, si ça avait été une Sully Goodbar, si ça avait été même un autre des autres candidats dont je ne me souviens plus le nom, peut-être que les Américains conservateurs auraient accepté la défaite. Puisque, je rappelle, dans l'électorat conservateur, on estime à peu près qu'il y a les 2/3 qui détestent Donald Trump. Et il l'aurait accepté. Mais vu que c'est Joe Biden ne passe pas du tout. Il passe déjà pas très bien du côté de l'électorat démocrate, mais alors, du côté des conservateurs, là, ils n'en veulent pas. Et donc, ça risque d'avoir des conséquences. Surtout, en plus de ça, c'est des conséquences qui vont se rajouter à des conséquences économiques suite à la pandémie. Parce que là, ça, je vous dis, moi personnellement, je vous dis merci Donald Trump d'avoir prolongé la prime Covid pour les personnes au chômage. Puisque moi personnellement, pour l'instant, je ne peux pas reprendre mon travail puisque
les cinémas sont fermés. Deuxième scénario, Donald Trump est réélu. Et c'est là que ça va être très intéressant, parce que s'il est réélu d'une courte tête, bon an, mal an, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. C'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir des manifestations qui vont être organisées, peut-être qu'en effet, Obama, Soros, toutes les fondations philanthropiques de gauche, tous les mouvements de gauche, etc., vont mettre le feu au pays. Ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas se taper 4 ans encore de Donald Trump. Donc ils n'ont pas le choix. Ils vont foutre le feu au pays. Là, en effet, par contre, on a un risque d'avoir peut-être plus un risque de guerre civile. En revanche, si Donald Trump est réélu avec une large majorité, alors là, ça voudrait dire que ce dont Obama ne dit pas ouvertement, mais laisse sous-entendre, c'est-à-dire cette peur d'avoir complètement gâché pendant 1 an, voire même gâché pendant 4 ans, les chances de voir les démocrates se faire réélire à la Maison-Blanche, il y aura forcément des têtes qui vont tomber. Et pas qu'un peu. Ça va être le gros souci. Et c'est là que la chose est très intéressante finalement pour cette élection, parce que cette élection, elle va être cruciale. C'est peut-être certainement l'élection qui va être la plus importante de l'histoire des États-Unis, pire encore que 2016. Et que suivant l'issue, et ça, je pense que je ne me tromperai pas en vous disant que ce soit Biden ou Trump qui sera élu, je pense qu'il y aura des ramifications internationales de taille. Preuve en est, c'est qu'en Europe, vous vous souvenez de cette petite histoire concernant la mutualisation des dettes, concernant l'aide possible que peut apporter la BCE par intermédiaire de l'Union européenne à tous les pays en difficulté qui doivent affronter les conséquences économiques du Covid. Vous vous souvenez que j'avais dit que les pays du Nord n'étaient pas d'accord, que l'Allemagne tanguait plus ou moins. Eh bien, l'Allemagne a cédé. Même la procédure avec ce fameux tribunal allemand équivalent d'une sorte pas de Cour suprême, ou quasiment de Cour suprême, si on peut, ou l'équivalent d'un Conseil constitutionnel en France. Dans ma dernière vidéo, j'en avais parlé, et bien finalement, ce tribunal s'est couché, lui aussi. Et je pense qu'il s'est couché parce qu'il a pris conscience, ou lui a fait pris conscience, que l'Union européenne est au bord du gouffre, mais vraiment au bord du gouffre comme jamais elle ne l'a été. C'est-à-dire que je pense que là, les semaines précédentes, certainement qu'on a risqué la chute de l'euro. Et la situation n'est pas sauve. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si l'Allemagne a accepté, alors elle a accepté un plan avec la France, alors c'est une sorte de bidouille, c'est de créer un fonds commun d'aide pour aider les pays au Covid, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fonds commun si ce n'est que des pays mettent de l'argent dans un pot, et puis que le pot, après on répartit l'argent à droite à gauche selon les besoins de chaque pays. Sauf que des pays comme la France mettent de l'argent dans un pot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce qu'on a de l'argent dans les caisses ? Non, on n'a pas d'argent dans les caisses. Donc si on n'a pas d'argent dans les caisses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent. Donc on va rajouter de la dette sur la tête des Français. Donc vous voyez le schmilblick. Et le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, des pays comme les pays nordiques, qui n'étaient pas... qu'est-ce qu'on va leur dire que, vous acceptez le truc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc ça veut dire que, c'est bien ce qu'on disait, c'est que l'Union européenne se positionne au-dessus de la souveraineté, même des États. De dire, oui, d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que ces pays nordiques, finalement, vont accepter de payer de l'argent dans un pot pour que cet argent serve les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs Il y a un truc qui ne va pas. Et ça ne va pas coller. Bon. En plus, la situation économique va empirer. Parce que là, c'est les vacances. Alors, bon an, mal an, on fera avec la situation, avec les contraintes sanitaires, etc. Sauf que la rentrée,
quand les gens vont peut-être revenir de vacances et qu'ils vont revenir à leur boulot et qu'on va leur dire, non, désolé, vous n'avez plus de boulot. Vous n'avez plus de boulot parce que les caisses sont vides, parce qu'on n'a plus de trésorerie, parce qu'on a un taux d'endettement qui est tel que de toute façon, c'est pas dans les 3-4 mois qu'on arrivera à sauver le bilan et qu'on arrivera à sauver le chiffre d'affaires, puisque de toute façon, les banques, elles s'en branlent, faut payer les dettes. Je rappelle aux États-Unis qu'on estime qu'il y a 85% des restaurants indépendants qui vont faire faillite avant la fin de l'année. Aujourd'hui à New York, ils estiment qu'il y a 75% des restaurants indépendants hors chaîne et hors franchise qui vont mourir dans les mois à venir. Parce que les banques ne veulent pas faire de... Alors, je crois qu'il y a un membre du syndicat des représentants des restaurateurs de New York qui disait qu'il y a certaines banques qui arrivent quand même à donner une bouffée d'air que des propriétaires, puisqu'ils louent les espaces commerciaux, les propriétaires veulent bien faire un signe, veulent bien faire un geste. Malheureusement, c'est une extrême minorité. La grande majorité des propriétaires de bail ne veulent rien savoir, ils veulent que les loyers soient payés. Et c'est la même histoire dans les malls. Vous savez, ces grands centres commerciaux qu'on a aux États-Unis, et dans les malls, c'est pareil. C'est que ce sont souvent des structures tenues par des compagnies et des structures immobilières commerciales qui ont investi, donc ils se sont endettés, donc ils ont besoin d'entrée d'argent. Donc si l'argent ne rentre pas, ces sociétés-là, elles aussi vont faire faillite. Vous voyez, c'est qu'on est tellement fonctionné sur une fragilité économique depuis 2008, même avant 2008, je dirais même à partir du milieu des années 90. Il y a une déliquescence progressive du système économique, une destruction progressive des fondamentaux économiques, que aujourd'hui on est arrivé au bout du bout. Et que ce qu'on craignait depuis 2012, c'est-à-dire chaque année, en 2013, 2014, 2015, on disait oui, ça y est, cette année, il va y avoir la crise, il va y avoir une grosse crise. Mais non. Et j'ai mis une grosse crise, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils modifiaient les règles du jeu. Parfois, je dirais, modifier les règles du jeu en situation de crise, puisqu'on a eu quand même des petites périodes boursières où tout le monde s'est un petit peu fait peur, disons-le. Sauf que là, on est quand même dans une situation où il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est quoi ? C'est planche à billets, c'est on arrose tout le monde. Comme ce que actuellement les autorités américaines sont en train de faire, c'est-à-dire tous les gens qui sont au chômage. Je crois me souvenir qu'il y a actuellement 37 millions d'Américains qui sont tombés au chômage à cause de la pandémie. Pour sauver l'économie, ils sont en train d'arroser les gens qui sont au chômage avec des primes Covid, avec des bonus Covid. Je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, je gagne plus en étant au chômage qu'en travaillant. Grâce aux primes Covid. Et grâce à ces primes Covid, ça permet à des gens de consommer, de continuer à consommer, suivant les critères, etc. Et de permettre à certains secteurs économiques d'essayer de relancer un petit peu la machine. Là aujourd'hui, comme vous avez des gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de voyager, donc ça veut dire qu'ils vont rester chez eux, s'ils ont une maison, etc., ils vont peut-être bricoler un peu plus, ils vont faire plus de jardinage. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les grands réseaux de distribution, de bricolage, de jardinage, etc., ils sont en train de se faire des pépettes en or. Mais l'argent, il faut le sortir. Donc c'est pour ça qu'actuellement, le système américain est en train de faire de la planche à billets, est en train d'arroser les Américains au chômage. Alors pas tous, il y en a certains malheureusement qui, parce qu'ils ont joué un peu au con, c'est-à-dire ces Américains qui bossaient peut-être 2 mois ou 3 mois, et puis après ils arrêtaient, puis ils touchaient le chômage, et puis une fois qu'ils arrêtaient à fin de droit, hop, ils retrouvaient un boulot. Enfin en France on a les mêmes, sauf que le problème c'est que ces gens-là, étant donné qu'ils ont adopté un petit peu un système précaire, le système précaire aujourd'hui il ne fonctionne pas parce que là ils ne peuvent pas retrouver un boulot pendant 3 mois, parce que ça fait depuis 3 mois qu'ils n'arrivent pas à retrouver de boulot. Et vu que ceux qui veulent vraiment bosser arrivent à retrouver du boulot, eux, ils n'ont plus de boulot. Et ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Parce que le boulot qu'ils avaient l'habitude de trouver, il est piqué par ceux qui ont perdu leur boulot. Vous voyez ? Donc il y a un phénomène de tourniquet, on va dire, de remplacement qui aujourd'hui est en train, en effet, de mettre des Américains sur la paille.
je pense qu'en France, ça va être à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça donc je dis que l'élection américaine va être très importante. Et elle sera déterminante, elle aura certainement des ramifications en Europe. Que puis-je vous rajouter de plus, si ce n'est en France, que, écoutez, moi je vous souhaite bon courage, parce qu'avec ce qui est en train de se passer en France, avec la délinquance, les Traoré qu'on soutient, alors que, enfin là, apparemment la fresque qui a été faite à, je sais plus dans quel bled, c'est pas Flins, c'est je ne sais plus dans quelle localité dans la banlieue parisienne. Vous avez une fresque qui mettait Adama Traoré et puis George Floyd, évidemment, police raciste, etc. Elle a été taguée. Pas de façon raciste, mais de façon un peu plus assez réaliste. C'est-à-dire, voilà, le mensonge, la trahison, la récupération, etc. Mais évidemment, il y en a certains qui vont déjà, dès demain, je pense, dire que c'est un acte raciste, etc. Ça va être de toute façon le problème. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de nos volants qui est en train de se mettre en France pour justement planquer le fait que Macron est dans la merde, que Macron, aujourd'hui, il est obligé de mettre en place des gens pour essayer de sauver les meubles de sa déperdition au niveau de la représentation nationale, puisque je rappelle que les En Marche aujourd'hui, si on ne prend que les En Marche à l'Assemblée nationale, ils ne sont plus majoritaires. Ils arrivent à garder leur majorité parce qu'ils ont encore le soutien de certaines alliances au niveau des Républicains et des centristes, mais le parti En Marche, tout seul, n'est plus majoritaire à l'Assemblée nationale. Vu la débâcle qu'ils se sont pris, puisqu'ils n'ont pris que 2 villes, Amiens et Le Havre, même s'ils vont compter évidemment sur certaines alliances centristes, divers droites, pour jouer un petit peu d'influence, il est dans le trou de toute façon. Il est dans le trou. Confronté à une situation de pandémie qui va rajouter du chômage, qui va rajouter du conflit social. Là-dessus, vous rajoutez les problèmes de racisme, manipulés, de l'ultra-gauche. Vous rajoutez les gilets jaunes qui vont forcément revenir à l'assaut. La colère des policiers, puisque Castaner les a vraiment traités comme de la merde. Enfin, on ne sait pas pour l'instant qui va être mis à la place de Castaner. Donc, on va voir un peu ce qui est en France avec ce gouvernement, ce qui va se passer, qui va être nommé, qui va être mis à la place, etc. J'ose espérer qu'on ne va pas rejouer encore la carte de la complaisance, c'est-à-dire comme avait fait Sarkozy, c'est-à-dire le gouvernement de l'ouverture, c'est-à-dire je prends un petit coup de centrisme, un peu de gauche, un peu de centre-gauche, de toute gauche modérée, de centre-droit, de centriste modéré, ultra-droite, gauche-droite. Ça, non, ça n'a jamais fonctionné, quoi. On va avoir la surprise si finalement Ségolène Royal va être prise dans ce gouvernement ou pas. ça va être comique. Enfin, de toute façon, on se retrouvera pour refaire un petit peu le point avec une autre vidéo. Et je vous prépare une autre vidéo un petit peu plus concise sur un certain nombre d'éléments de réflexion pour vous permettre de mieux comprendre que finalement il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices qui finalement font partie d'un puzzle. Et j'essaierai de vous donner un petit peu les éléments pour vous permettre de mieux comprendre justement les choses. Je peux même vous donner déjà 6 mots pour vous amener à cette réflexion. C'est affaiblissement, désengagement, endettement, précarisation, réduction et empêcher. Voilà, ce 6 mots qui résument un peu les choses que j'essaierai de vous développer, de vous expliquer dans une prochaine vidéo. Soyez patients. Et d'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que là, cette vidéo, il y a plusieurs thématiques et plusieurs informations. C'est pas très concentré, mais bon, les choses vont tellement vite. Et puis, ce sont quand même des éléments, ce sont quand même des informations qui sont relativement liées les unes aux autres, avec des ramifications, des conséquences, etc. N'hésitez pas à faire des commentaires en bas pour peut-être rectifier, peut-être
quelques petites approximations que j'ai pu avoir, parce que c'est toujours compliqué d'être très précis, surtout dans une vidéo où je n'ai pas de texte, où je fais tout à l'improvisation avec ma mémoire qui parfois me joue des tours. N'hésitez pas à sur la petite souscription, la petite cloche évidemment pour être prévenu. Et je vous rappelle que tout ça c'est gratuit puisque je ne suis pas monétisé ni sur YouTube. J'ai un compte Tipeee, mais j'ai pas envie de vous emmerder à faire vous donner ce compte-là pour vous donner de l'argent, parce que de toute façon je pourrais pas le récupérer, parce que Tipeee ne fonctionne qu'en France et je peux pas le récupérer aux États-Unis. D'ici qu'on se retrouve très prochainement, comme d'habitude, mon conseil, portez-vous bien.